Alors, je pense qu'on va commencer tout de suite. Alors, juste pour dire encore une autre fois, la session est enregistrée. Alors, si vous ne voulez pas apparaître sur YouTube, vous pouvez éteindre votre caméra. Alors, je suis Rosalie Sarassoua, la directrice de bénévolat et d'engagement communautaire de l'Est du Canada. Et au nom de FRDJ Canada, nous aimerons vous accueillir à notre série éducative Parlons DT1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations sur la participation aux essais cliniques. La présentation sera d'environ 25 à 30 minutes, puis on ouvrira la session à vos questions. FRDJ est un chef de file mondial dans la lutte contre le diabète de type 1, à la fois par la recherche, le financement et le plaidoyer. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès leur diagnostiqué, aidant ceux qui vivent avec le DT1 à avoir une vie meilleure, plus saine et plus sûre, tout en travaillant pour trouver un traitement curatif. La série éducative Parlons DT1 propose des informations sur de nouveaux sujets à chaque 2 mois environ. En mai, le mois de mai, notre session parlera du diabète de type 1 et la santé mentale. Nous offrons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Puis il s'agit d'une occasion non structurée de connecter avec d'autres sans programmation formelle. Pour savoir plus ou pour vous inscrire à la prochaine session qui sera le 26 avril à 19h, vous pouvez visiter notre site web à frdj.ca. Juste quelques aspects techniques, que nous sommes un grand groupe. Alors, pour minimiser le bruit de fond, on invite tout le monde sur muet. Comme j'ai dit encore, on enregistre pour le public, pour le publier sur notre chaîne YouTube. Alors, vous pouvez éteindre votre caméra si vous ne voulez pas apparaître sur notre vidéo. Il y a un bouton pour lever la main. Si vous avez besoin de clarification pendant la présentation, vous êtes invité à lever la main. Mais nous avons également une fonction de chat et nous encourageons toutes les questions ou les commentaires à le mettre dans le chat. Et on va essayer d'accéder à tout le monde, à répondre à vos questions. La session sera enregistrée, comme j'ai dit, puis vous pouvez le partager après. On va vous le partager à une autre date, demain, et nous fournirons un courriel de contact de FRDJ aussi. Alors, je vais dire bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de parler des essais cliniques ce soir. On a eu un petit changement ce soir. Notre patiente participante qui allait parler, malheureusement, a tombé malade. Ce soir, tout le monde peut bien comprendre ça. Alors, on a un autre patient partenaire, Adam Ruddick, qui va nous donner un coup de main ce soir, qui nous dépanne ce soir. Mais premièrement, aidez-moi à accueillir notre conférencière, Fanny Guimond-Desrochers. Fanny est bénévole en information de recherche à FRDJ Canada. Elle est atteinte de diabète de DT1 depuis 33 ans. Elle est titulaire d'un doctorat en immunologie et travaille comme directrice des affaires scientifiques pour un consortium de recherche en but non lucratif. Elle nous présente ce soir, à titre de bénévole, qui travaille avec l'équipe de recherche de FRDJ Canada pour faire la présentation. Elle va présenter l'aperçu des essais cliniques et notre invité, Adam Ruddick, va parler de ses propres expériences comme participant dans les essais cliniques. À vous la parole, Fanny. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosalie. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous pour vous parler des essais cliniques. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, la FRDJ, c'est la plus importante organisation internationale de financement des recherches sur le diabète de type 1. La force de la Fondation repose vraiment sur l'accent exclusif et l'influence singulière qu'elle a sur les efforts déployés à l'échelle mondiale pour mettre fin au diabète de type 1. La FRDJ est constituée de 5 sociétés qui viennent de 5 pays que vous voyez ici sur la diapositive, qui sont des partenaires cruciaux pour financer les recherches partout dans le monde, pour améliorer la qualité de vie, pour la prévention et pour guérir le diabète de type 1 et ses complications.
Donc, ce soir, on se penche sur la question « Qu'est-ce qu'est un essai clinique? » Donc, pour un peu plonger dans le bain, on va commencer avec une définition de ce qu'est un essai clinique. Donc, les essais cliniques, c'est un type de recherche qui étudie les nouveaux tests et traitements. Et par nouveaux tests et traitements, je vais aller un petit peu plus dans le détail dans les prochaines diapositives, et qui vont évaluer leurs effets sur la santé humaine. Par effet, on parle de efficacité du traitement, on parle d'effets secondaires. Donc, quand on parle d'un essai clinique, on parle d'aller vérifier l'effet d'un nouveau médicament, d'un nouveau dispositif médical, comme par exemple une pompe à insuline, de plateformes de soins virtuels, comme par exemple des plateformes pour améliorer le suivi du diabète, de thérapies comportementales, comme par exemple savoir comment on peut gérer un peu la nourriture ou comment on choisit le type d'alimentation pour mieux gérer son diabète, d'éducation, etc. Donc, ça englobe vraiment plusieurs types d'éléments qui peuvent être testés dans le cadre d'un essai clinique. Donc, ici, vous voyez l'évolution de la pompe à insuline, par exemple. Donc, ce qu'on constate, c'est que depuis la première version de pompe à insuline jusqu'à celle qu'on a aujourd'hui, à chacune de ces étapes-là, il y a eu un essai clinique qui a eu lieu. Et puis là, on parle d'essais cliniques pour chaque pompe, chaque compagnie qui développe une pompe à insuline. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'au cours des dernières années, c'est des milliers de participants qui ont participé à des études cliniques pour faire vraiment évoluer les soins en matière de diabète de type 1. Donc, les essais cliniques, pour vraiment bien représenter tous les futurs utilisateurs des nouveaux traitements, médicaments, il faut qu'il y ait quand même une certaine diversité de participants. Donc, dans la plupart des cas, on va chercher à avoir des gens de différents âges, des enfants, des personnes plus âgées, des gens qui sont dans des stades plus précoces de la maladie, des gens qui ont le diabète de type 1 pardon, depuis très, très, très longtemps, des gens qui ont des complications, des gens qui n'en ont pas, certains qui utilisent la pompe, les injections, le glucomètre en continu. Donc, c'est vraiment important. Puis je pense que le message ici, c'est de dire que tout le monde a sa place pour participer dans des essais cliniques. Donc ici, c'est peut-être une diapositive un peu chargée, mais je vais y aller tranquillement pour vraiment vous expliquer toutes les étapes et les phases des essais cliniques. En fait, chaque phase a son rôle bien précis pour vraiment s'assurer de faire toutes les vérifications au niveau de l'efficacité de nouveaux médicaments, nouveaux traitements, la sécurité et vérifier aussi les effets secondaires. Donc, avant les études, les essais cliniques, essais cliniques, ça s'utilise un ou l'autre, c'est la même chose. On a l'étape des essais précliniques. Donc, ça, c'est toutes les études qui vont se faire sur habituellement les animaux. Et je tiens à dire ici que les études sur les animaux sont vraiment hautement contrôlées par des comités d'éthique et des comités de protection des animaux. Donc, ça, c'est les premiers balbutiements de ce qui se fait sur la recherche. Ensuite de ça, une fois que les scientifiques ou les chercheurs ont identifié un nouveau médicament potentiel qui semble efficace et qui semble sécuritaire, ils vont demander une approbation pour faire des essais cliniques à Santé Canada ou à la FDA si c'est un essai aux États-Unis. Une fois qu'ils ont cette approbation qui nécessite des rapports et beaucoup, beaucoup d'informations scientifiques, ils peuvent démarrer la phase d'essai clinique. Donc ici, il y a 3 phases pour les essais cliniques et chacune de ces phases-là a un rôle en particulier. Donc, la première phase, comme vous voyez, c'est la sécurité, s'assurer qu'on a les réponses attendues, pas d'effets secondaires. Ensuite, la deuxième phase, on fait d'autres études pour vérifier le dosage, la fréquence, les effets secondaires, etc. Chacune de ces phases-là a un nombre de participants qui augmente au fur et à mesure. Donc, au début, en phase 1, quand on connaît moins les effets du médicament, il y a peu de participants. Puis au cours du développement, on a de plus en plus de participants. Et comme vous pouvez le voir, c'est des études qui coûtent
très cher, plusieurs millions de dollars. Et en moyenne, ça dure de 6 mois à 4 ans pour chacune de ces étapes-là. Il y a aussi certaines de ces phases-là qui vont se chevaucher. Mais ça vous donne une idée très générale des différentes phases des essais cliniques. Et à la fin, c'est là que l'équipe de recherche peut demander l'approbation à Santé Canada pour que le nouveau traitement, nouveau médicament soit disponible pour les patients au Canada. Puis je tiens aussi à mentionner qu'entre la phase d'essai préclinique et la phase 1 d'essai clinique, il y a une étape qu'on appelle la vallée de la mort, en fait, qui est une étape qui est très difficile pour les équipes de recherche où souvent ils manquent de financement et c'est un endroit où la FRDJ vient donner des fonds pour vraiment faciliter la transition puis permettre que des nouveaux médicaments atteignent les patients. Et c'est vraiment une étape où la FRDJ est cruciale pour le financement de la recherche. Donc, pourquoi certains essais cliniques échouent? Ben, malheureusement, ce n'est pas tous les essais qui vont fonctionner. Actuellement, la FRDJ finance à peu près 70 essais cliniques dans le monde entier, mais la plupart d'entre eux, malheureusement, sont retardés à cause d'une faible participation. Donc, ils n'ont pas assez de gens qui participent aux essais parce qu'il faut savoir que pour s'assurer d'avoir des résultats valides, il faut qu'il y ait un minimum de participants pour s'assurer que leurs résultats représentent vraiment la réalité de ce qu'ils essaient d'observer. Donc, la principale raison pourquoi il manque de participation, c'est que les gens ne connaissent pas les essais cliniques, ne savent pas où ils peuvent participer, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça implique de participer à un essai clinique. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur les essais cliniques au Canada. Qu'en est-il au Canada des essais cliniques? Donc, les essais cliniques au Canada, il y en a quand même pas mal. Au Canada, on est quand même un leader en matière de productivité des essais cliniques. On a beaucoup d'essais cliniques par rapport au nombre de gens, par rapport au capita. On est aussi reconnu mondialement pour la qualité et l'expertise de tous nos chercheurs et nos médecins. On a vraiment des gens, du personnel hautement qualifié, très fort en recherche et on est chanceux d'avoir un vaste réseau d'établissements de santé universitaires et de centres de recherche qui permettent d'avoir des essais cliniques en cours dans ces différents endroits. Et la plupart des grandes entreprises pharmaceutiques mondiales réalisent une grande partie de leurs essais au Canada parce qu'ils savent justement qu'on a l'expertise ici au Canada pour effectuer ce genre d'essais. Donc, les essais cliniques, présentement, il y a, à partir de mars 2023, à peu près 54 essais actifs sur le diabète de type 1. Les essais cliniques se situent dans deux grandes catégories, donc les essais d'intervention et les essais d'observation. Donc, les essais d'intervention, ça veut dire qu'ils testent une nouvelle intervention. C'est, par exemple, un nouveau médicament. Donc, c'est quelque chose de très actif, quelque chose qui va être donné aux participants de l'essai pour voir un effet. Donc, on parle de dispositifs comme une pompe à insuline, un régime alimentaire, par exemple, tester une alimentation riche en gras sur le taux de sucre, un nouveau médicament pour améliorer la glycémie ou prévenir les hypoglycémies. Les essais d'observation, eux, consistent simplement à enregistrer quelque chose du participant. Comme par exemple le registre Better, qui est un recensement des diabétiques au Canada. Donc, ils vont collecter des données, c'est-à-dire l'âge à laquelle la personne a eu son diagnostic, son sexe, où elle habite. Puis, c'est vraiment plus des informations qui vont être collectées que les chercheurs vont pouvoir analyser pour voir des tendances sur les populations de gens diabétiques au Canada, puis essayer d'améliorer les traitements ou même faire de la défense d'intérêt auprès du gouvernement par la suite. Ici, je vous montre quelques exemples d'essais cliniques qui sont en cours et qui sont financés par la FRDJ. Donc, par exemple, je vous parlais du registre de recensement Better qui est disponible actuellement.
Vous avez le chercheur principal, l'objectif de l'étude, c'est pour tous les âges, c'est au Canada, c'est en virtuel, donc ultimement, n'importe qui au Canada peut s'enregistrer. C'est fait sur un ordinateur de la maison. Et vous avez d'autres types ici d'essais cliniques qui vont toucher à différents domaines de la FRDJ, c'est-à-dire soit la guérison, améliorer les soins ou améliorer la qualité de vie en termes de santé mentale et autres. Donc, la grande question, comment trouver des essais cliniques? Malheureusement, c'est moins de 1% des médecins qui vont référer à des essais cliniques. Donc, c'est vraiment aux patients de se débrouiller puis d'aller identifier les essais cliniques qui sont disponibles. Donc, heureusement pour vous, il existe quand même plusieurs sites sur lesquels vous pouvez chercher des essais cliniques. Donc, sur le site de la FRDJ, par exemple, on peut trouver les essais cliniques qui sont financés par la Fondation. Et d'ailleurs, le site de la FRDJ, il y a eu quelques changements pour améliorer encore plus l'identification d'essais cliniques. Vous voyez ici une image sur la diapositive. Vous pouvez cliquer là-dessus puis trouver tous les essais cliniques en cours et les conditions d'admissibilité. Donc, chaque essai clinique va avoir différentes conditions, que ce soit l'âge de la personne, à quel moment elle a été diagnostiquée. Chaque essai aussi a un but différent. Il y en a que c'est pour prévenir des hypoglycémies très sévères. Donc, si vous savez que vous avez tendance à faire des hypoglycémies sévères, ça peut être un essai qui peut être particulièrement intéressant pour vous. Sinon, il y a aussi différents sites qui sont disponibles et présents ici pour trouver des essais cliniques. Et si vous avez des questions additionnelles sur les essais cliniques, je vous invite à contacter la FRDJ au research@jdrf.ca où vous pouvez poser toutes vos questions et ça va leur faire plaisir de vous répondre. Donc, quand on parle d'essais cliniques, on parle d'expérience patient. Qu'est-ce que ça implique être un participant à un essai clinique? Donc, la FRDJ a embauché une firme pour faire une analyse exhaustive, pour connaître vraiment les préoccupations les plus fréquentes face aux essais cliniques, pour potentiellement comprendre aussi qu'est-ce qui crée que des gens sont peut-être moins portés à participer aux essais cliniques. En marge de cette analyse-là, ils ont fait des sondages qui ont été envoyés en novembre et décembre dernier à toute la communauté canadienne pour vraiment comprendre ces préoccupations-là. Et ici, vous avez quelques-unes des préoccupations les plus courantes qui ont été observées. Donc, parmi les préoccupations communes, je vais passer certaines des préoccupations dans les prochaines diapositives pour essayer de vous donner un maximum d'informations, puis potentiellement répondre à des questions que vous-même vous posez. Donc, une des préoccupations, c'est que les gens ne veulent pas recevoir le placebo. Donc, normalement, les gens qui participent à des études cliniques veulent que ça ait une incidence sur leur qualité de vie ou leur diabète. Donc, ils ont peur en participant à une étude de se retrouver dans le groupe placebo, qu'on appelle aussi groupe contrôle, qui n'auront pas d'amélioration de leurs soins. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que faut vraiment voir l'essai clinique ou la participation à un essai clinique dans son ensemble et globalement, c'est-à-dire de contribuer à la recherche puis à l'avancement vers une thérapie de guérison, parce que ultimement, tous les résultats, que vous soyez dans le groupe placebo ou pas, ça va mener vers une amélioration des soins. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Une autre préoccupation, c'est que les essais cliniques avec placebo sont souvent réalisés en double aveugle. Donc, ça veut dire que quand la recherche se fait, personne ne sait qui va avoir le placebo ou le nouveau traitement. Je parle des équipes soignantes qui vont suivre les patients. Pourquoi c'est fait comme ça? En fait, c'est parce que vu qu'il y a justement l'effet placebo, pour éviter qu'il y ait un biais, c'est-à-dire que si le médecin savait qu'il vous donnait soit le nouveau traitement ou l'effet placebo,
il pourrait influencer votre réaction ou vos attentes par rapport à l'essai clinique ou au traitement que vous allez recevoir. Puis on ne veut pas que les résultats soient impactés par cette influence-là. Donc, c'est pour ça que l'équipe de recherche va préparer les placebos, le nouveau traitement, et ceux qui administrent le placebo, le nouveau traitement, ne sauront pas pendant tout le cours de l'étude qui va recevoir quoi pour éviter ces biais-là. Ce qui est important de comprendre aussi avec l'effet placebo, c'est que ça existe et c'est valable et peut vraiment entraîner une amélioration des symptômes. Donc, on sait que la psychologie est forte, puis que si on est convaincu qu'on va avoir une amélioration de nos symptômes ou de notre traitement, souvent ça arrive, même si ultimement on a reçu le placebo de l'étude. Donc, ces gens-là vont quand même avoir une amélioration de leurs soins et de leurs symptômes, ce qui est bénéfique ultimement, puis qui peut être vraiment un gain intéressant au niveau de la participation à l'essai clinique. L'autre chose qui est importante, qui peut vraiment encourager les gens à participer aux essais, c'est que tous les groupes des essais cliniques, que ce soit ceux qui reçoivent le nouveau traitement ou les placebos, vont bénéficier de soins médicaux supplémentaires. Pourquoi? Parce que quand on fait un essai clinique, il y a un suivi extrêmement serré des patients pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeu, pas de problème, ou que si, par exemple, il y a des effets secondaires qui sont constatés, qu'ils soient le plus minime possible, qu'il y ait le moins d'effets possible. Donc, souvent, les gens sont encore mieux, ont un diabète encore mieux contrôlé que la population diabétique générale à cause de cette augmentation des soins puis du suivi, qui peut quand même être un avantage pour des gens qui, autrement, n'auraient pas nécessairement accès au même niveau de soins pour leur diabète. Il existe différents types de groupes d'essais cliniques ou de placebo. Donc, ça aussi, c'est peut-être une méconception. Souvent, on a tendance à dire, ah, ben là, en recherche ou en essai clinique, il va y avoir un groupe qui va avoir le médicament, puis un groupe qui n'aura rien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça va être le cas quand, par exemple, un nouveau traitement qui n'existe pas d'équivalent sur le marché. Si je pense au diabète, je peux, par exemple, parler du teplizumab qui a été testé pour ralentir la progression du diabète. Il n'existait pas d'autres médicaments comme ça sur le marché. Donc, c'est sûr que les participants à l'étude, il y avait soit le teplizumab, soit il y avait un placebo. La plupart des essais cliniques en diabète de type 1, ça va être plus intervention versus norme de soins. Donc, ça va être soit le nouveau traitement ou ce qui est disponible actuellement sur le marché. Donc, un exemple de ça, ça serait une insuline qui est disponible sur le marché versus, je ne sais pas, une nouvelle insuline qui a un mode d'action plus rapide. Donc, ça va être les deux groupes qui vont être investigués pendant l'étude. Donc, il n'y a pas vraiment de groupe qui reçoit rien à proprement parler. Le dernier type d'essai ou de groupe de type de placebo, c'est les essais croisés. Donc, les essais croisés, ça, c'est que les deux groupes de patients vont être séparés. Il y a un des deux groupes qui va recevoir le nouveau traitement, l'autre rien ou le placebo. Puis après ça, en cours d'essai clinique, on va échanger. Donc, ceux qui avaient soit le placebo, soit le norme de soins vont recevoir le nouveau traitement et vice-versa. Et puis là, l'étude, les chercheurs vont aller analyser les données des deux groupes au début, puis après, quand il y a eu le changement. Donc ça couvre un peu les différents types de placebo et de groupes pendant les essais cliniques. Donc, c'est sûr que si vous êtes diabétique, vous prenez de l'insuline, on ne vous donnera pas plus d'insuline pendant un essai clinique pour comparer à un nouveau traitement. Ça va plus être un cas de norme de soins et vous allez avoir un suivi approprié de votre traitement. Une autre des préoccupations par rapport aux essais cliniques, c'est le coût. Est-ce que ça va coûter de l'argent? Qu'est-ce que ça va représenter comme investissement? Donc, la plupart des essais vont disposer d'un budget pour le voyagement qui va couvrir les dépenses des gens. Donc, par voyagement, on parle de
se rendre jusqu'au site d'essai clinique, le stationnement, la nourriture et parfois même des rémunérations pour compenser le temps de travail. Toutes ces rémunérations-là ou ce qui va couvrir les coûts pour participer à l'étude va vraiment varier d'une étude à l'autre. Donc, si c'est une étude qui nécessite beaucoup de visites, ben là, souvent, la rémunération va être un petit peu plus grande versus une étude qui va se faire soit en virtuel ou soit avec une visite en début d'étude. C'est vraiment variable. Ça, il faut vraiment parler avec l'équipe de recherche pour savoir les conditions reliées à l'étude. Une autre des préoccupations communes, c'est les effets secondaires. Donc, c'est important de comprendre qu'avec tout essai clinique, il peut y avoir des effets secondaires. Parce que, ultimement, ça fait partie des raisons pourquoi on mène des essais cliniques. C'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effets secondaires majeurs avant que le nouveau médicament ou traitement soit utilisé dans la population en général. Par contre, la plupart du temps, les effets secondaires sont anticipés. C'est-à-dire que les études qui ont été faites avant les essais cliniques, je vous en avais parlé un petit peu en début de présentation, les essais précliniques, c'est là que les chercheurs vont avoir les premiers éléments qui pourraient indiquer des potentiels effets secondaires. Donc, souvent, ils vont essayer de les anticiper ou de les détailler avant même que l'étude commence. Puis, ça va être indiqué dans le document qu'on appelle le consentement éclairé, qui est un document qui indique tout ce qui est attendu de l'étude et qui va être transmis aux participants de l'étude pour qu'ils puissent savoir vraiment ce sur quoi l'étude comporte, c'est quoi les effets secondaires anticipés attendus, qu'est-ce que ça va représenter comme visite. Et ça, c'est obligatoire sur toutes les études, ce document-là de consentement éclairé. Donc, la plupart du temps, les chercheurs le savent. Puis quand on parle d'effets secondaires, parfois, il y a des effets secondaires qui ne sont pas nécessairement des gros effets, là. Ça peut être, par exemple, je parle de nouvelle insuline, ça picote un peu suite à l'injection. C'est ce qu'on va considérer comme un effet secondaire, mais ultimement, ce n'est pas ça qui va empêcher l'effet de l'insuline ou la commercialisation possible par après. Puis, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que tous les effets secondaires vont être enregistrés et gérés de très près. Comme je disais avant, l'équipe de soins suit de très près les patients d'une étude, d'un essai clinique. Donc, le moindrement qui arrive, quelque chose qui était soit pas attendu ou plus, disons, plus important pour un patient, ben, ils vont tout de suite intervenir pour s'assurer que la santé et la sécurité des gens soient considérées puis priorisées. Une autre préoccupation qui revient souvent je dirais, pour les gens qui ont présentement une bonne gestion de leur diabète, c'est que l'intervention va avoir un impact sur leur gestion. Par contre, je pense que c'est une préoccupation valable, mais quand on regarde les données, la plupart des participants ont un bénéfice quand ils participent à une étude ou un essai clinique. Donc, je pense que ça ne devrait pas être un frein pour décider de s'inscrire et de participer à une étude clinique. Les règles d'éthique pour les essais cliniques sont très strictes et sont sujets à des droits humains et tous les gens doivent être traités également. Donc, soyez rassurés que tous les participants vont recevoir les mêmes soins, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine, leur pratique de gestion de diabète, que ce soit bien, pas bien, tout le monde va être traité équitablement. Et l'équipe de l'étude d'essai clinique vont vraiment s'assurer à ce que les participants soient entourés, qu'ils reçoivent les traitements qui ont besoin, et ça de manière le plus équitable et le plus
juste possible pour bien soutenir les participants et pas influencer les résultats de l'étude. Une chose, je pense, une des choses les plus importantes de toute la présentation aujourd'hui, vous pouvez quitter un essai clinique à tout moment. Donc, tantôt, je vous parlais du consentement éclairé, qui est un document qui est donné aux participants de l'étude en début d'étude et qui décrit l'étude en général, qui sont les personnes ressources, qu'est-ce qui va se passer dans l'étude, quelles vont être les interventions, quelles vont être les attentes envers le participant. Et ça, c'est un document qui est signé par le participant. Même si c'est signé, ce n'est pas un contrat légal. Vous pouvez quitter un essai clinique à n'importe quel moment. Donc ça, ce n'est pas une raison pour ne pas participer. Vous participez, si vous êtes capable de faire l'essai au complet, tant mieux, ça va faire progresser la recherche, puis ça va aider tous les patients diabétiques à améliorer leurs conditions de vie. Mais si pour une raison ou une autre, vous ne voulez plus participer, ce n'est pas un enjeu, vous contactez les gens de l'étude et vous leur dites que vous voulez vous retirer et ils n'ont pas le choix de vous permettre de quitter l'étude. Donc, c'était toutes les informations que j'avais à vous donner concernant les essais cliniques. Je pense qu'il va y avoir une période de questions après le témoignage de Adam, mais si vous avez, suite à la présentation aujourd'hui, des questions additionnelles, des inquiétudes, commentaires ou vous avez besoin d'aide pour trouver des essais cliniques ou vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à contacter la FRDJ. Ils sont là pour ça, ils connaissent ça, puis ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est pouvoir aider la communauté. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais redonner la parole à Rosalie. Merci beaucoup, Fanny. J'espère que tout le monde a beaucoup appris. Maintenant, je vais laisser parole à Adam Ruddick, qui nous dépanne ce soir. Merci beaucoup, Adam, parce que notre autre conférencière était malade. Alors, Adam va parler un peu de la recherche clinique qui a participé à McGill. À toi la parole, Adam. Merci beaucoup, Rosalie, et bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici, même si c'était dernière minute. Et je veux juste dire en premier, bonjour, je vois quelques participants dans le chat que je suis vraiment, je connais. Alors, Annie Cuisson, Guy Provencher, et je pense que ma femme est ici aussi, Mélanie. Hi. Alors, je vais juste commencer avec ça. Je pense qu'en premier, tout le monde veut savoir un petit peu de l'étude que j'ai accepté de participer en. C'était en 2019. Et ça, c'était en testant une hormone qui est déjà sur le marché et déjà utilisée pour le diabète. Majorité, je pense que c'est le diabétique type 2. Et ça s'appelle Pramlintide. C'est une hormone encore que le corps produit normalement, organiquement, seul, mais pour les diabétiques type 1, ce n'est pas le cas, comme insuline. Vraiment, en bref, c'est juste quelque chose qui met au ralenti juste au ralenti le système de gastrique. C'est vraiment pas quelque chose qui est invasif, c'est vraiment utilisé la majorité du temps. Alors, j'avais vraiment beaucoup de confort en ça. Puis, pour moi, ça c'était la commence pour moi. J'avais quelqu'un qui m'a envoyé un courriel, demandait si j'avais intérêt. Et j'ai voulu savoir un peu plus. J'ai fait un peu de recherche moi-même, juste pour être sûr que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de confort en utilisant. Puis après ça, j'avais une entrevue en personne. Il veut savoir si j'avais un contrôle suffisant de ma diabète. Ils ont demandé pour des résultats de sang. Tout ce qu'on fait déjà habituellement avec nos cliniques de diabète. C'est vraiment, ça c'était facile. Avec ça, l'étude, il y avait 2 semaines
avant l'étude où c'était comme une semaine de calibration. C'était pour la clinique de vraiment, vraiment gérer les taux de glycémie avant que je commence à être en personne pour 48 heures. Pour ça, j'avais besoin d'apporter 2 pompes. Alors, c'est toujours fun d'apporter un. C'était vraiment un défi d'apporter 2 pompes parce qu'il y avait un avec insuline, une autre avec pramlintide. C'était vraiment, vraiment weird d'apporter ça au travail, apporter ça à la maison, au gym. C'était vraiment un peu un petit défi. Quand même, ça, j'avais des meetings tous les 2-3 jours, soirées avec l'infirmière et le docteur qui était le rechercheur primaire. Et encore, c'était juste pour stabiliser les glycémies, pour être sûr que c'est vraiment calibré avant d'être en personne. Après ça, l'affaire en personne, c'était 48 heures à l'hôpital, c'était au Glen. Alors, c'était honnêtement, je m'ennuyais. Il n'y avait pas vraiment beaucoup à faire. C'était vraiment de faire ce que tu veux pour 48 heures, mais d'être toujours dans la salle, dans l'espace de recherche. Et ils ont pris du sang tous les 30 minutes. Okay? Alors, ça commençait tous les 30 minutes et ça changeait tous les 15 minutes et tous les 10 minutes pendant que vous mangez un repas. Et avant que j'étais en personne, une des étapes, c'était de vraiment choisir les repas avant. Alors ça, c'était vraiment intéressant parce que tous les montants de glycémie auraient être la même pour les mêmes repas. Alors, petit déjeuner, première journée, deuxième journée, ça devrait être la même taux de glycémie. En plus, si je voulais prendre une petite marche parce que c'était pas vraiment t'es stock dans la salle et tu peux pas bouger, ça marche avec eux, mais ils ont noté ça, puis j'avais besoin de répéter ça la deuxième journée. Alors, tout c'était sur une horaire. Et eux, ils ont aussi réservé une vélo intérieur à l'hôpital pour faire exercice en vraiment super, en être avec une personne qui était là pour gérer mes glycémies. Puis ça, c'était vraiment l'effet de l'étude. Ils m'ont dit que peut-être ils vont y avoir mal à l'estomac, mais pour moi, c'était vraiment, j'avais aucune réponse de quoi que ce soit. C'était vraiment facile pour moi. Ça, c'est vraiment, en bref, et c'était pas vraiment bref, mais ça, c'était bref, un sommaire de l'étude que j'ai participé en. Puis, juste pour demander quelques petites questions, est-ce que tu avais comme des craintes avant de participer? Est-ce que tes craintes ont été répondues? Absolument, c'est une bonne question. Encore, j'ai pris le temps de faire un petit peu de recherche moi-même sur l'hormone. Oui, j'ai voulu juste savoir qu'est-ce que je vais faire pendant la journée. C'était une crainte. Mais à part de ça, l'affaire que c'était vraiment pas naturel, c'était moi, je peux pas voir mon taux de glycémie pendant l'étude, pendant les 48 heures que j'étais en personne. Alors, ça veut dire que quelqu'un gérait ma diabète. Alors ça, c'est vraiment, vraiment différent pour moi. J'étais pas stressé vraiment. J'ai dit, c'est une petite vacance pour moi. Mais quand même, s'il y avait quelques fois que j'ai senti un petit peu en hypo, j'étais comme, OK, est-ce que quelqu'un va venir? Parce que techniquement, je peux pas corriger moi-même. C'était eux qui devraient corriger. Et des fois, ils ont laissé 3.9, 3.7, 3.8. Et après ça, quelqu'un va rentrer, OK, c'est temps pour correcter. Ça, c'était un peu une crainte, mais j'avais vraiment pas peur et c'était vraiment facile. Super. Oh, merci. Ça, c'était le plus gros c'est problématique, c'était plus que c'est pas toi qui prenais la gestion de ton diabète. Il fallait lâcher prise. Après tant d'années de le faire toi-même, il fallait plus lâcher prise.
Ben, merci beaucoup, Adam. Alors, on va laisser parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou d'autres personnes, vous avez des questions? Si vous avez des questions, soit pour Adam, soit pour Fanny ou juste poser une question au public, vous pouvez le faire à voix vive, vous pouvez le mettre dans le chat. Alors, c'est ça. Elle a dit, est-ce que c'est possible d'avoir des informations pour courriel? Oui, c'est possible d'avoir des informations par courriel. Nancy, demain, vous allez recevoir un courriel avec comment regarder sur notre site web, comment aussi aller sur la chaîne YouTube. Et aussi, normalement, il y a une transcription en bas de YouTube aussi. Vous pouvez lire un peu. Alors, j'espère que ça va vous aider et vous pouvez aussi lire sur notre site web à frdj.ca sur les recherches cliniques. Est-ce que d'autres personnes ont des expériences avec des essais cliniques qu'ils veulent partager? Des questions, des craintes? Non, ce n'est pas un groupe de beaucoup de questions ce soir. Bonsoir, moi je peux vous partager mon expérience. J'ai fait partie d'une recherche avec l'IRCM à Montréal. Parfait. Oui, avec pompe à insuline et activité physique. Ça s'est très bien passé. Un peu comme Adam, j'avais des repas à respecter. Sauf que j'ai pas été comme une longue période, plusieurs jours. J'allais, disons, passer un après-midi, là, je faisais 30 minutes de vélo, il prenait ma pompe, puis mon lecteur de glycémie en captivité, un peu comme Adam. Oui, des fois, j'étais un peu en hypo, puis là, je me disais, oh, ils vont sûrement venir me voir. Et oui, il arrivait avec des petits glucose. Ça s'est très bien passé. J'ai été très bien encadrée, puis... non, j'ai aimé l'expérience. Super. Puis est-ce que ça vous encourage de faire une autre ou pour regarder pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse peut-être à répéter ou faire un autre type d'étude, Sonia? Oui, oui, absolument. Sauf qu'il y a toujours la contrainte travail. Oui. C'est certain qu'ils m'ont aussi accommodée. J'y allais à partir de mon rendez-vous. Il fallait que je sois là à 2 heures les après-midi. Donc, je restais jusqu'en soirée. Puis, je revenais chez moi avec mon repas congelé, puis mes collations pour la prochaine fois parce que mon dîner devait être contrôlé et mon souper. Quand je revenais le soir, tout ça, avec des quantités de glucides, là, comme Adam a expliqué, toujours les mêmes. Fait que, mais oui, je serais ouverte à participer à autre chose. Sauf que j'ai un travail à temps plein 2 jours, là. C'est certain que c'est pas quelque chose qui peut se faire. Mais mettons, prendre congé pour 2-3 jours, un peu comme Adam, ça, je pourrais faire ça. Absolument. OK. Non, juste, maintenant, on a plus accès avec notre site web qu'on a mis les essais cliniques. Tout est là, il y a la liste. Vous pouvez voir si vous. Je sais, ça, c'est pour tout le monde. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous encourage parce que, comme Fanny a dit, tu sais, il y a la partie de la mort. Alors, si on n'a pas d'assez de personnes qui vont participer à des essais cliniques, ça se peut qu'il y a des bonnes recherches qui ne vont pas se faire. Alors, on sait que c'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de craintes là-dedans pour n'importe qui aussi, pour tous les essais. Ça ne va pas tous comme la COVID, que c'était vite fait, tout le monde voulait le faire. Mais je peux peut-être, oui. Rosalie, ajouter, il y a beaucoup d'essais cliniques qui se font maintenant en ligne. Je pense aussi depuis la COVID, les soins en ligne sont plus présents. Donc, il y a certaines études où la participation, c'est en ligne. Donc, souvent, ça va être de se connecter à son ordinateur, de faire des choses en ligne. Donc, ça peut être fait n'importe quand dans la journée. Vous pouvez habiter n'importe où au Canada.
Donc, si vous savez que vous êtes en région éloignée, par exemple, puis que vous n'avez pas accès à des grands centres, parce que, bon, la plupart du temps, les essais cliniques sont dans des grands centres, bien, ça peut être des options pour contribuer à l'avancement de la recherche. Puis, je tiens aussi à mentionner, si vous habitez loin, par exemple, de Montréal, contactez l'équipe quand même, parce que si c'est un enjeu la distance, mais que vous avez de la disponibilité, ils vont potentiellement pouvoir couvrir les frais pour que vous alliez jusqu'à Montréal. Donc, l'important, c'est vraiment de contacter l'équipe de recherche puis de poser vos questions. Vous seriez surpris de voir des fois comment c'est plus accommodant que ce qu'on peut penser a priori. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette information-là. J'ai une petite question à Ada concernant l'hormone. Est-ce que vraiment cette hormone, parce que je pense que j'en ai entendu parler, c'est l'hormone qui ralentit le taux de sucre pour ne pas avoir trop de pics dans les hauteurs? Exact. Oui, Okay. Exactement. Ça, c'était une des premières fois qu'ils ont testé en utilisant insuline, parce que je pense que ce n'était pas couvrir d'utiliser les deux ensemble. Alors, ça, c'était l'effet de l'étude. C'est ça. Oui, ouais. Je sais qu'il y a des pourparlers de mettre les deux insulines ensemble dans nos pompes, nos pods. Là. Dans mon cas, c'est Omnipod. Alors, yep. Mais ça a fonctionné ou tu n'as pas les résultats? Pour moi, parce que j'étais invité à la conférence de résultats, ils ont fait un petit événement. Je pourrais pas être là, mais moi, j'étais vraiment proche avec le docteur. Là, j'ai demandé, je dis, hey, je suis vraiment curieux, qu'est-ce qui s'est passé? Mes taux de glycémie étaient comme parfaits pendant l'étude. Alors, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je vais dire aussi, c'est difficile de voir si c'est vraiment quelque chose, de juger si c'est quelque chose réalistique, parce que, encore, tu es vraiment sur une horaire. Comme tu avais dit avec ton étude, c'est la même affaire. Comme tu manges pas les mêmes repas, mais les mêmes nombres de glycémie, même temps pour activité, même durée, même intensité. C'est un peu plus facile, mais quand même, c'était cool à voir. Super, merci. Problème. Le nom c'est Pramlintide. Je vais le mettre dans la. Pramlintide. Je pense que je l'ai bien écrit. Pramlintide. Oui, c'est ça. P-R-A-M. Ou Pramlintide. C'est ça. Pramlintide. Oui, j'ai corrigé. Pramlintide. Merci. C'est dur à dire. Merci. Il y a peu d'études chez les enfants et même les ados. Ben ça dépend. L'étude Better, vous pouvez l'enregistrer pour des 14 ans et plus. Ça, moi, je pense que c'est plus pour l'éthique. C'est plus difficile un peu avec les enfants. Mais il y a aussi l'autre qui est très intéressant qu'on fait avec les enfants. Ça, c'est pas les enfants diabétiques, mais la famille, c'est TrialNet. Et TrialNet, c'est là pour voir dans les familles où un enfant a déjà le diabète de type 1 pour voir le risque pour les frères et sœurs. Alors, TrialNet, c'est le font à l'Université de Toronto, mais maintenant, ils le font un peu partout au Canada. Et celui-là, ça, c'est plus pour le risque pour les autres membres de la famille. Et ouais, c'est ça, ma collègue l'a mis là-dedans. Alors, ça, c'est un pour les enfants, mais on le fait pour les enfants aussi parce qu'ils doivent le faire spécialement pour des nouveaux dispositifs et des choses comme ça. Quand on donne, par exemple, pour une pompe à insuline ou pour les CGM, les FGM, on doit les faire des études sur les enfants pour voir si ça va être approuvé pour eux autres aussi. Alors, c'est ça, mais ça dépend. Les études de... Ah, c'est ça, Annick, 3 fils, 2 sont atteints. C'est ça. Oui, c'est dans les familles. On a beaucoup de familles que je connais, FRDJ, qui ont plusieurs enfants avec le diabète. C'est pas tout le monde, ça c'est sûr et certain. Vous êtes tous, les personnes sont atteintes qui n'ont pas des frères et sœurs atteints, mais ça arrive aussi. Alors, si on n'a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres petits commentaires?
Sinon, ben, je vais dire un gros merci. Merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Un gros merci à nos invités Fanny et Adam. Merci de nous dépanner, Adam. La présentation, comme j'ai dit, sera également sur notre page YouTube. Demain, vous allez tous recevoir un courriel avec plus d'informations et aussi avec le lien vers YouTube. Vous pouvez toujours accéder à ça. Nous espérons que vous avez trouvé ça informatif et que vous allez nous rejoindre encore une fois au mois de mai pour notre conférence sur la santé mentale et le diabète de type 1. Oui, il y a un jumeau qui n'est pas atteint. Ça, c'est sûr et ça aussi. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est pas... c'est un peu la loterie. Ben, merci à tout le monde et bonne soirée. Bye bye.